Civisme et cohésion sociale, fondement d'un développement durable. C'est le thème retenu pour la nuit du civisme et du patriotisme. Pour cette deuxième édition, des prix ont été décernés à des personnalités mais aussi des institutions qui œuvrent pour la promotion de la citoyenneté au Togo. Quelques jours après la célébration de la journée de la femme sur le continent, sa cause est toujours plaidée par tous. Ce dimanche, c'est son droit à la succession qui était au cœur d'une sensibilisation à Lomé. Et puis la peur d'un nouveau cycle de violence s'installe au Burundi avec l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana, numéro 2 du régime Nkurunziza, dont la réélection est toujours contestée dans le pays. C'était les principales articulations de ce journal. À toutes et à tous, bonsoir. Le 31 juin dernier, la femme et ses conditions de vie sur le continent africain étaient sous les projecteurs. Au Togo, la journée était axée sur les stratégies de promotion de l'autonomisation de la femme dans l'action dont le développement du pays n'est plus à démontrer. Une problématique prise en compte également par les membres de la Fédération des femmes de la COSA. Nestor Mouzo. Ce sont les membres de la FUGFK, Fédération des unions de groupement de femmes de la COSA, qui célèbrent la journée du 31 juillet dédiée à la femme africaine. Les femmes togolaises font plus de 51% de la population du pays. Bien que majoritaires, elles sont marginalisées dans beaucoup de domaines, à l'instar de leurs sœurs du continent noir. L'instauration de la journée de la femme africaine répond au souci de l'accentuation de la sensibilisation pour renverser la tendance. L'autonomisation de la femme est devenue un thème récurrent dans les manifestations en l'honneur de la femme. C'est sous ce même thème que la FUGFK a placé la célébration de la 53e journée de la femme africaine. Depuis des années, nous avons compris l'idée du chef de l'État qui prône pour le développement. Quand la femme est autonome dans la famille, toute la famille se réjouit. Il y aura à manger, il y aura à faire tout et les enfants seront contents comme le monsieur aussi et tout le monde va vivre dans l'ambiance. Nous disons aux femmes de travailler. Nuit et jour, la femme doit se battre. Quand la femme se bat et ses activités marchent, elle contribue, que ce soit sur le plan national, que ce soit dans la famille, que ce soit au niveau de l'État. Elle contribue beaucoup. Le préfet de la COSA a félicité la Fédération des unions de groupement des femmes de la COSA pour l'organisation de cette manifestation qui marque la célébration de la journée de la femme africaine. Le colonel Hemo Badiba Obakali a encouragé cette fédération à s'investir davantage dans ses activités génératrices de revenus pour l'atteinte de l'autonomisation de la femme dans la COSA. Dans la foulée de cette célébration, une compétition de chansons populaires a été initiée. Tous les 15 cantons de la préfecture y ont participé. Le canton de Landa est arrivé en tête de cette compétition. Il est suivi de Pia et de Tchare. Sur le continent, la femme est également lésée lorsqu'il s'agit du droit à l'héritage. Elle est spoliée de tout bien durant la succession. Une situation que le gouvernement togolais veut inverser en modifiant les textes du nouveau code des personnes et de la famille. Et déjà, l'association des juristes chrétiens du Togo porte l'information aux populations. Ramdan Bassina. Le plus souvent, seuls les descendants sont pris en compte par les coutumes lorsqu'il s'agit de l'héritage ou du droit à la succession au détriment de la veuve. L'épouse survivante est dépourvue de tout et n'a pas accès à la terre. Il n'y a pas longtemps, un nouveau code a été voté, le code des personnes et de la famille. Donc nous voulons à travers cela faire comprendre à nos frères et sœurs qu'ils doivent quand même s'approprier ces codes-là pour savoir ce qu'il y a dans ce nouveau code. Nous voulons aussi apporter le droit à la population à la base. Le droit ne peut pas seulement être l'apanage des juristes. Si un mari meurt et la famille du défunt fait sortir la femme dans la maison avec ses enfants, c'est méchant. Tellement que si on peut arranger ça aujourd'hui, ce serait bon aussi. Le nouveau code des personnes et de la famille, adopté en novembre 2014, renforce l'égalité entre citoyens et promet la cohésion sociale. Ce texte a revu certaines discriminations à l'égard des femmes, notamment en matière de succession. Qu'est-ce que la loi dit? Mais la femme a droit
à la succession, mais dans une certaine proportion. La femme doit hériter du quart de la succession du patrimoine de son mari si elle a été légitimement mariée à cet homme-là. Personne ne peut lui contester ce droit. Et en plus, elle doit demeurer dans la maison du mari pendant un certain temps, même si elle n'est pas légitimement mariée, puisque la loi permet à la femme qui n'est pas légitimement mariée, même à l'homme, de vivre au moins pendant 300 jours. Ça fait 2 ans et demi. Donc, la loi est claire. La femme qui est légalement mariée à l'homme a droit à la succession. Toutes ces réformes visent à réduire les discriminations basées sur le genre. La vulgarisation de ce code fait l'objet de sensibilisation ici à l'Église des Assemblées de Dieu par l'Association des juristes chrétiens du Togo, AJCT. Elle a vu le jour en 2007 et la promotion des droits des femmes est un axe particulier sur lequel elle oriente ses actions. Et toujours pour plus d'autonomie, les femmes de Bassar ont choisi l'opportunité du 31 juillet pour lancer un appel aux chefs traditionnels pour la suppression des lois ancestrales interdisant l'accès des terres aux femmes. Nous retrouvons Nestor Mozo. La manifestation a eu lieu le 31 juillet, date consacrée à la femme africaine. C'est une marche pacifique à travers les rues de Bassar et qui a abouti au Palais Royal. Raison de cette mobilisation, la réclamation du droit d'accès de la femme à la terre à Bassar. La manifestation est à mettre à l'actif des femmes leaders, des ONG et groupements de femmes faisant partie du groupe de plaidoyer sur l'accès des femmes à la terre en tant que propriétaires. Au Palais Royal, les manifestants ont adressé un mémorandum au chef traditionnel de la préfecture de Bassar. Comme le gouvernement lutte pour que les femmes y aient équité genre, la femme Bassar ne va pas rester en marge pour question de terre. Nous avons beaucoup de problèmes avec nos maris et frères. Pour avoir accès à la terre, même pour faire un petit champ, ils refusent. Ils vendent les terrains. Ils nous oublient. Par rapport à cette rencontre, nous sommes venus voir notre chef suprême traditionnel de Bassar pour qu'il nous aide, que les choses, qu'on signe nos papiers et que prochainement nous ayons accès à la terre en tant que propriétaires. Le message n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Il n'y a pas de règle interdisant aux femmes d'accès à la terre. C'est un problème de compréhension entre nous. Nous sommes entièrement d'accord pour que nos femmes, nos filles aient des terres, soient responsables de cette terre-là. Le seul problème qui peut peut-être clocher, c'est au niveau de nos neveux. Qui viendra, mon papa est décédé, ma soeur veut construire dans la maison, mais son fils vient aussi surgir. C'est là que nous devons ensemble voir et aplanir les divergences. C'est depuis janvier que le plaidoyer a été initié par l'ONG FADI, Femmes Action pour un développement intégré. Le projet est issu de la recommandation 28 de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Il est financé par le PASCRENA, projet d'appui à la société civile et à la réconciliation nationale. Une activité par excellence des femmes, c'est le métier de sage-femme. Les techniciennes de la santé maternelle et infantile ont désormais un centre qui leur est dédié. La maison des sages-femmes servira d'imprégnation à celles qui sont en formation pour des exercices pratiques en soins obstétricaux. Eric Dianipo, Ramdan Bassina. Plus de 15 millions de francs CFA ont été déboursés pour la réhabilitation de l'équipement de cette infrastructure de santé dénommée Maison des sages-femmes. Un centre destiné aux cours et aux pratiques en salle des sages-femmes en matière de soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base. Une réalisation de l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, qui vient soutenir l'association des sages-femmes du Togo, Assafeto. Nous avons sollicité notre partenaire habituel, l'UNFPA, de nous aider à mettre sur place, dans notre maison, la sage-femme ici, un site qui servirait de renforcement de compétences aux étudiants sages-femmes qui se forment, qui se sont formés à l'école de base, et puis aux prestataires qui sont sur le terrain et qui ont le besoin de se refaire la main. Donc ce site va nous servir d'actualiser nos compétences
L'UNFPA vient par cette action offrir un cadre propice aux sages-femmes pour faciliter un meilleur service de santé aux populations. Ce qui est attendu de ce site, c'est que le ministère de la Santé, en partenariat donc avec l'association des sages-femmes du Togo, va utiliser ce site pour renforcer les capacités des sages-femmes et des autres professionnels de la santé pour les pratiques nécessaires pour, j'allais dire, les accouchements, pour encadrer les grossesses, accompagner les accouchés et s'occuper des nouveau-nés. Cette réalisation s'inscrit dans la consolidation des liens de coopération entre l'UNFPA avec le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Et la santé des populations est une préoccupation permanente pour les autorités. L'installation des frigos pour l'importation des produits d'élevage et de pêche est conditionnée par une autorisation préalable. De même, la viande qui est vendue dans les marchés est systématiquement contrôlée à l'abattoir avant son introduction sur les lieux publics, ce qui n'est pas toujours facile à gérer à cause des réseaux d'abattage clandestins. Immersion ce soir dans le secteur du commerce des produits d'élevage au Togo et leur contrôle sanitaire. Un grand format signé Eric Djanikbo et Mi Abalo. Au Togo, l'importation de viande et tout autre produit issu d'élevage est soumise à une autorisation préalable des autorités, selon un décret officiel en vigueur. Sont principalement concernés les animaux transhumants, les boîtes de conserve et les produits surgelés. Ce décret est d'actualité. Donc, c'est pourquoi nous soumettons l'importation de tous ces produits par une autorisation signée par le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique. Donc, avant d'importer un produit d'élevage ou bien d'installer votre ferme, vous avez l'obligation de faire une demande d'autorisation d'installation ou une demande d'autorisation d'importation des produits que vous avez besoin. Et après, c'est après étude de ce dossier que nous donnons techniquement l'avis technique au ministre qui signe alors le document qui vous permet de faire introduire le produit sur les territoires. Et quand le produit arrive, la confiance n'exclut pas les contrôles. Nous prenons des échantillons pour analyser et voir si c'est conforme au certificat sanitaire qui accompagne le produit. Ici, c'est le marché à bétail d'Adétikopé, 22 km au nord-est de Lomé. Les animaux viennent des pays voisins, Bénin, Ghana, Mali, Burkina. Ils sont destinés à la consommation, mais avant, ils sont soumis à une série d'inspections. Première étape, le contrôle dit passif. Ça consiste à examiner les animaux sur pied, les animaux présentés sur pied, pour voir si ces animaux ne présentent aucun signe ou symptôme des maladies. Avant l'achat par le boucher. Ensuite, maintenant, les animaux sont chargés, destination au NAF pour les abattages. L'ONAF, c'est la Société nationale des abattoirs et frigorifiques située dans la zone portuaire. Après l'abattage, a lieu la seconde étape du contrôle sanitaire, l'inspection post-mortem. Une fois abattoir, les bouchers abattent et tuent leurs bœufs, donc tout est contrôlé. Tout est contrôlé tous les jours. Tous les jours. Même il y a des vétérinaires qui sont même logés ici. En cas de cas exceptionnel comme ça, ils viennent faire l'inspection. Jamais aucun viande de bœuf ne sort pas de l'abattoir sans inspection. Sûr donc de l'expertise des services de l'abattoir, certains clients viennent se procurer de la viande sur place. Souvent, je viens tôt, ils m'ont dit attends d'abord, qu'ils vont contrôler avant qu'ils vont nous servir. On attend, après le docteur vient, ils vont contrôler avant qu'ils nous servent. Ça fait 12 ans que je paye la viande, je n'ai jamais eu de problème. Cependant, une question se pose. Tous les bouchers se soumettent-ils à ce contrôle sanitaire? Vérification sur le terrain. D'abord, au niveau des vendeurs ambulants. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que votre viande a été contrôlée à l'abattoir? Vraiment, nous, on contrôlait ça à l'abattoir des Zongo. Vous pouvez nous montrer? Oui, on fait les tampons. Voilà les tampons là en même temps. Voilà, ça c'est les tampons. On fait ça à l'abattoir des Zongo. Sur les marchés, les bouchers sont également unanimes. Tous montrent du doigt les estampilles qui certifient la bonne qualité de leur viande.
Mais en réalité, le faux côtoie le vrai. Des bouchers indélicats introduisent sur leurs étalages des produits issus d'abattage clandestins. Nous appelons un tampon, que nous appelons estampille. Si la viande ne porte pas ça, la population n'a qu'à savoir que cette viande n'est pas contrôlée par les vétérinaires. Et cette viande est dangereuse. Parce qu'on ne sait jamais si cette viande comporte des lésions, des maladies dangereuses que nous pouvons appeler les zoonoses. C'est-à-dire maladies transmissibles à l'animal et à l'homme. Nous sommes disponibles à tout moment pour accompagner ceux qui veulent, c'est d'ailleurs notre devoir, d'accompagner les citoyens à s'épanouir dans le domaine agroalimentaire, dans la transformation, dans la promotion de l'élevage, mais pas à n'importe quel prix, en respectant le côté sanitaire, en respectant quand vous allez, le pauvre paysan, la pauvre et disons ménagère va pour acheter son produit, c'est cher qu'il est, qu'elle vienne le manger tranquillement. Il ne faut pas aller acheter la maladie. Donc c'est ça notre devoir. D'ailleurs, c'est ça qui fait que nous avons ces derniers temps, vous allez constater que il y a la guerre entre nous et les bouchers clandestins. Vous voyez, il y a envie de paumer les trucs en ville. C'est bon de manger, mais nous exigeons, quand nous arrivons et les gens sont en train de manger, malheureusement, dans stop, on veut voir les papiers à ces gamins. On vous vend la vache qui rit, le fromage. On vous vend les sardines. La boîte qui devait coûter 700 francs, on vous la vend à 300 francs en disant « je vois Douagba ». C'est faux. C'est des produits périmés. La collaboration des consommateurs avec les services compétents est donc nécessaire pour préserver la santé de tous. Sur le plan national, la surveillance épidémiologique est quasi permanente. Il y a quelques années, des cas de charbon bactérien ont été signalés dans la Kara et les savanes. Des mesures idoines ont été prises, les foyers suspectés ont été détruits et les éleveurs indemnisés. Retour à Kara à présent où s'est tenue une séance de travail des officiers supérieurs de l'armée togolaise et des membres du comité de suivi du droit international humanitaire. Ensemble, ils ont revisité les fascicules d'instruction des forces de défense et de sécurité togolaises. Nestor Mozo. Au sein des forces de défense et de sécurité togolaises, des officiers ont été désignés pour faire partie du comité de suivi du DIH, droit international humanitaire. Ce sont ces cadres militaires et les directeurs d'études des centres de formation qui participent à cette session de Kara consacrée à la relecture des documents d'instruction du DIH. Jusqu'à 1996, ce droit était enseigné aux cadres. À partir de ce moment, le chef d'état-major général a pris la décision de diffuser et de faire en sorte que ce droit soit intégré au cursus de formation du soldat. C'est ainsi qu'à partir de la formation de base, ce droit est enseigné dans les écoles de formation des officiers, aussi bien de formation en état-major. Cette session de renforcement de capacité a été possible grâce au CICR, Comité international de la Croix-Rouge. Aujourd'hui encore, nous sommes présents aux côtés des forces armées togolaises pour les accompagner dans la relecture des fascicules d'instruction, parce que les premiers fascicules d'instruction ont été élaborés au milieu des années 90, réédités en 2010, et dans le cadre de notre soutien aux forces armées togolaises, nous prévoyons une réédition de ces fascicules en 2016, mais vous convenez avec moi qu'il y a un travail préalable à faire, qui est celui que nous faisons actuellement dans le cadre de cet atelier. Le droit international humanitaire est un droit dynamique. Il évolue au gré des conflits. Ce droit a donc besoin d'être actualisé pour prendre en compte les nouvelles préoccupations sur les théâtres d'opération. Hors du Togo, au Burundi, le général Adolphe Nshimirimana, l'un des hommes forts du régime de Pierre Nkurunziza, a été tué ce dimanche à Bujumbura dans une attaque à la roquette. Un assassinat qui fait craindre un nouveau cycle de violence dans le pays. La voiture a été touchée par 2 roquettes puis arrosée à l'arme automatique. Les assassins d'Adolphe Nshimirimana ne lui ont laissé aucune chance.
L'entourage du président Nkurunziza semble abasourdi. Le général Adolphe était un proche du chef de l'État, un intime souvent présenté comme son bras droit. Ancien chef des services de renseignement, puis chef d'état-major intransigeant, il avait été remplacé il y a 10 mois par un général réputé plus modéré. Officiellement chargé de mission auprès de la présidence, il continuait d'agir dans l'ombre. Si l'on en croit les opposants comme les proches du pouvoir, Pierre Nkurunziza lui devrait en grande partie sa réélection. C'est lui qui aurait mobilisé les partisans du président, lui encore qui aurait orchestré la répression contre les manifestants qui protestaient contre un 3e mandat du chef de l'État, plus de 400 morts et 500 blessés. Et c'est à lui qu'on attribue l'échec du coup d'État en mai dernier. Une personnalité incontournable dont la disparition inquiète, sans que les meurtriers aient été identifiés. Certains de ses partisans au sein de l'armée crient déjà vengeance. L'opposition craint des représailles. Personne n'ose encore prononcer le mot, mais le spectre de la guerre civile est dans tous les esprits. Au Mali, la mise en place du comité de suivi de l'accord de paix bute toujours sur des désaccords. Certains groupes armés contestent toujours certaines clauses de l'accord et rechignent à désigner leurs représentants qui devront siéger au sein du dit comité. L'application effective des accords de paix concernant la fin du conflit dans le nord du Mali traîne, signé le 20 juin 2015 par le gouvernement malien et la coalition des mouvements de l'Azawad. La feuille de route peine à être matérialisée. Le règlement intérieur, le financement et le calendrier de mise en œuvre de l'accord ont été adoptés le 21 juillet 2015, mais l'accord est confronté à plusieurs obstacles, notamment la composition des membres du comité de suivi de l'accord. On a mis du temps pour mettre une commission en place, une commission qui doit s'affairer pour la mise en œuvre de cet accord. La commission d'abord a traîné pour sa mise en place, ensuite un règlement revoté, mis en place finalement, mais réellement sur le terrain, les forces ne sont pas désarmées. Donc c'est en déphasage avec tout ce qui a été signé et tout ce qui a été convenu entre les groupes armés et le gouvernement de la République. 4 autres mouvements rebelles non signataires de l'accord contestent également le traité. Sur la mise en œuvre de l'accord d'Alger qui a été paraphé, ensuite signé et re-signé à Bamako, traîne tout simplement parce qu'il y a une divergence d'approche par rapport à la résolution du problème. Dans cet accord d'Alger, il est dit que 2 mois après la signature, il faut que les forces, les hommes en armes soient cantonnés des armées. Pour sortir de l'impasse, des voix s'élèvent afin de faire signer l'accord aux mouvements non signataires. Elles prônent également leur intégration au sein de la CMA, la coordination des mouvements de la ZOAD ou de la plateforme des mouvements républicains du 14 juin 2014. Retour en page nationale pour soutenir l'éducation des jeunes filles. La jeunesse antonienne du Togo vient d'ouvrir les portes d'un nouveau centre d'accueil. Les travaux ont coûté 20 millions de francs CFA et le centre a été inauguré par l'archevêque de Lomé, Monseigneur Denis Amouzou Diakba. Le compte rendu avec Augustin Kossi, Charlotte Moussime. Voici le nouveau centre de la jeunesse antonienne togolaise, Foyer Antonio, un cadre dédié à l'éducation de la jeune fille. Il est inauguré au cours de cette messe pontificale concélébrée par Monseigneur Denis Amouzou Diakba, archevêque de Lomé. L'inauguration coïncide avec le 10e anniversaire du foyer. Aujourd'hui, notre rêve est devenu réalité et nous en sommes très heureux. Avec les filles, elles sont scolarisées. Au niveau du centre, elles suivent des activités socio-éducatives qui leur permettent de s'épanouir. De l'évangile de Matthieu 5, l'archevêque a convié les fidèles à la culture de la bonté, de la miséricorde, à travers les symboles du sel et de la lumière. Jésus dit que nous soyons sel de la terre. Faire en sorte que le monde soit vivable. Que le monde soit un monde fraternel. Faire en sorte qu'à côté de nous, les gens se sentent à l'aise. Comme des frères et des sœurs. Alors, l'éducation première qu'on va donner aux jeunes filles qui vont venir au foyer, c'est faire en sorte qu'elles soient celles pour tout le monde. Vous êtes aussi la lumière du monde, mais soyez des personnes qui donnent du goût au monde.
Le foyer Antonio est créé il y a 10 ans et compte plus de 70 jeunes filles anciennes pensionnaires et 15 actuellement en interne. Il promeut l'excellence de la gente féminine via l'éducation de la jeune fille en conflit avec la loi et surtout en situation de vulnérabilité. Et parlons toujours de la promotion de la gente féminine, les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu de Golfe Ouest, en convention depuis mercredi, ont clôturé leurs activités ce matin par un culte d'action de grâce à la paroisse d'Agoué Sobosito à Lomé. Je viens bientôt, retiens ce que tu as. C'est sur ce thème qu'ont porté leurs travaux, comme pour se rappeler les principes fondamentaux de l'engagement chrétien. Pierre Soussouko. C'est la fin des 5 jours de convention des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu, région Golfe-Ouest. Réunies autour de leurs responsables, elles ont procédé à une relecture de leur vie de femmes engagées à la suite du Christ. Et les thèmes retenus pour cette convention restent évocateurs. Où es-tu? Ou encore, foi chrétienne face aux difficultés de l'heure. Des thèmes qui les interpellent à savoir concilier leur engagement chrétien avec celui du foyer. Le thème de notre convention cette année, c'est « Je viens bientôt, retiens ce que tu as ». Et nous savons que le Seigneur, il a dit dans sa parole d'être ferme dans tout ce que nous faisons. Et nous savons que avec la persévérance, avec le courage, avec l'amour, tout ce qu'il nous a recommandé, nous le ferons. Nous avons un atelier fait où es-tu dans ta position. Nous avons eu à faire des veilles de prière. Vraiment, des miracles se sont produits. Le Seigneur a œuvré. Le Seigneur a œuvré dans la vie des femmes. Au culte de clôture de la convention, dirigée par le président national des églises des Assemblées de Dieu, ces femmes ont été exhortées à faire de la prière leur combat de tous les jours. Le pasteur Diakouti Mitré les a également invités à demeurer des modèles de foi et d'engagement dans leurs différents milieux de vie pour ainsi opérer les changements dont le monde a besoin aujourd'hui. Et on en vient une fois encore à la célébration du 31 juillet, un hommage rendu à la femme africaine qui est sur tous les fronts pour assurer la survie de sa famille. Et à côté des métiers modernes où elle émerge de mieux en mieux, elle conserve aussi certaines activités séculaires qu'elle s'évertue même à transmettre à sa descendance comme le perlage. À la découverte du métier avec Charlotte Moussime. Ça brille, ça accroche et ça attire. Les perles, les femmes en font de plus en plus leur passion. Dans cette boutique de la capitale, les images parlent d'elles-mêmes. Des variétés de colliers, losanges, pyramides, sièges du roi, forêts et bien d'autres présentés à la clientèle. Belinda, par exemple, en a trouvé pour son goût. J'ai un événement ce soir, donc je suis venue chercher une perle qui ira avec ma tenue. Donc. Tout comme elle, nombre de femmes préfèrent de nos jours ce type de bijoux pour ses particularités. On va que les perles reviennent encore dans le monde. Et nous nous sommes dit que si c'est comme ça, on doit créer nos modèles pour pouvoir montrer aux gens comment mettre l'authenticité et montrer la valeur de l'Afrique. Puisque en Afrique, ce qui résulte le plus, c'est les perles. Nos grands-mamans portaient des perles, mais aujourd'hui, on ne peut pas trouver des jeunes filles et autour de leur rein des perles. Et nous, on essaie de montrer la valeur de l'Afrique. Au moment où l'entrepreneuriat est promu, d'aucuns trouvent déjà leur secteur d'activité et s'y mettent. Les modèles, ce n'est pas difficile. Donc, quand je viens ici et on m'apprend, arrivé à la maison, je les reprends. Et puis, je vends ça à mes copines pour pouvoir subvenir à mes besoins. Les gens pensent que les personnes apprennent des femmes, mais moi, je m'y mets. Et voilà moi-même création, et des sacs de pochettes, des sacs de sortie que moi-même j'ai fait avec mes propres mains. Il suffit de s'appliquer. Pour ces promoteurs du perlage, le secteur ne déçoit pas. On voit que les gens viennent ici vite pour pouvoir acheter. Vraiment, ça nourrit, pour ne pas mentir. Du fil, des ciseaux, une pince,
et des perles. Voilà l'essentiel des outils de travail. À cela s'ajoute la créativité, le professionnalisme, la concentration et le tour est joué. Pour l'heure, le marché national est déjà conquis et il ne reste que l'international. Deuxième édition de la Nuit du civisme et du patriotisme, une manifestation placée sous le thème civisme et cohésion sociale, fondement d'un développement durable. À l'occasion, des trophées et distinctions honorifiques ont été décernés à des personnalités et institutions pour leur sens de patriotisme. Éric Dianico, Lucassi, Ramdan Bassina. Après la première édition de la Nuit du civisme, de la citoyenneté et du patriotisme, l'acte 2 de cet événement a tenu toutes ses promesses avec des participants venus de divers horizons, notamment du Togo et de l'Afrique de l'Ouest. 20 trophées ont été décernés aux personnalités et institutions qui ont défendu et rehaussé l'image du pays par leurs talents et mérites. Le chef de l'État Faure Gnassingbé a été honoré d'un prix spécial pour ses multiples actions en faveur du vivre ensemble et de l'unité nationale. C'est un bilan de satisfaction étant donné que l'objectif fixé qui consiste à réveiller chacun de nous à s'intéresser aujourd'hui à ce domaine, depuis 2014 à travers la première édition, vous pouvez le constater que oui, nous avons aujourd'hui un mois du civisme et de la citoyenneté. C'est bien, mais également nous devons toujours continuer à ce que nous ayons une année dédiée uniquement qu'au civisme. Parce que pour avoir cette année, il faut que tous les Togolais, tous les fils de la même nation s'unissent, comprennent que nous ne devons plus penser négativement à notre pays. Cet événement, qui prend déjà un caractère panafricain, contribue à l'enracinement des valeurs civiques, à semer des graines du patriotisme et à accroître davantage l'éducation à la citoyenneté en droite ligne avec la vision du gouvernement. Et chacun doit contribuer à sa manière à l'édification de notre pays. Quel bel exemple que la jeunesse togolaise vient de donner à l'ensemble du Togo. Je souhaiterais que cet exemple soit suivi par beaucoup d'autres jeunes sur des initiatives positives, constructives qui rassemblent toute la nation. Il est important que nous soyons unis si nous voulons absolument aller de l'avant. Et justement, pour un Togo fort, uni, solidaire et prospère, tous les citoyens sont appelés à conjuguer leurs efforts en posant des actes responsables qui vont dans le sens de la cohésion sociale, fondement de la stabilité et d'un développement durable. Le groupe SECO a 11 ans cette année, un anniversaire que les responsables de ce groupe spécialisé dans le bâtiment ont célébré à travers plusieurs activités à Soutoubois. La marque Bodiona pour le compte rendu. Le 11e anniversaire de SECO Group, une occasion pour les membres de cette entreprise de se réjouir de la qualité du travail qui est abattu durant son existence. Des activités ont été organisées pour marquer l'événement. Le marathon a rassemblé 444 athlètes de toutes les régions du Togo, dont 112 dames. Le parcours est de 5 km pour les femmes, le double pour les hommes. Je remercie beaucoup SECO Group parce qu'il fait beaucoup pour le Togo. Mais pour courir, c'est trop simple. On commence une course longue, on doit commencer une course longue lentement. Si tu commences par la vitesse, tu ne peux pas terminer. À la fin, tu seras battu, tu vas marcher avant l'arrivée. Mais pour courir, il faut guetter aussi tes camarades. Tu vas analyser ceux qui sont plus forts que toi et comment courir avec eux. Le Togo Cellulaire a choisi d'être aux côtés des abonnés, aux côtés de ces jeunes qui aiment le sport. Et donc nous avons activement participé. C'est dire que l'événement qui nous réunit aujourd'hui est un événement national qu'il faut saluer. Le Togo Cellulaire ne fait pas son choix au hasard. Si on a choisi être à Soutoubois, c'est parce qu'on a choisi être aux côtés de la jeunesse, la relève de demain. Ce marathon, selon les initiateurs, permet d'aider les participants qui ne sont que des élèves à se préparer pour la reprise des classes. Les 10 premiers de chaque groupe ont reçu des prix. Chez les dames, ces prix varient de 500 000 francs CFA à 100 000 francs CFA, tandis que chez les hommes, les prix ont été de 1 million de francs CFA à 100 000 francs CFA.
Déjà le matin, les autorités de Seco Group ont fait la pose de première pierre pour la construction du projet d'accompagnement de ferme piscicole de 6 étangs de 1000 m², 6 bacs de 200 m² et une villa à Goma, grand confort. À la veille, un don a été fait à l'orphelinat Avenir Espoir par l'ONG Secodri pour lancer les activités de ce 11e anniversaire. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi ou que vous soyez grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Sotoua. Au revoir.